L'action se déroule de nos jours dans une petite banlieue typique et sans histoire des États-Unis. Tous les enfants de la classe d'une seule enseignante de l'école de la ville disparaissent la même nuit, à la même heure, partant en courant dans l'obscurité des rues, quittant leur maison sans raison apparente. Que s'est-il donc passé? Où sont-ils? C'est la situation de base du film Weapons ou Évanoui en VF, et c'est un film étonnant à plus d'un titre qu'il serait naïf de ne considérer qu'au premier degré de son histoire. Bien sûr, vous pouvez compter sur moi pour soigneusement distinguer la partie sans spoiler de la partie avec, et même de commencer l'analyse des messages du film sans pour autant vous en gâcher les surprises et révélations. Suite à la disparition inexpliquée des enfants, mais attestée par les vidéos de ces frêles silhouettes courant vers le vide inquiétant de la nuit, avec les bras tendus comme s'ils formaient chacun une tête de flèche, nous allons suivre différents personnages associés de près ou de loin aux événements et vivre le traumatisme de leur point de vue. Weapons est un film qui va doucement révéler la corruption et l'horreur au sein même de la banalité la plus profonde, inscrivant la chute dans des images quotidiennes qui se veulent généralement réconfortantes ou du moins rassurantes. L'impact sera d'autant plus grand pour les Américains vivant dans ce type de banlieue typique, mais même vous devriez ressentir une étrange sensation en sortant de la séance, surtout si vous parcourez des rues presque vides dans la nuit enveloppant votre retour à domicile. Dans cette inscription de l'horreur dans le banal, du maléfique qui se révèle en grattant un peu la surface de l'habituel, mais aussi dans l'étrange mouvement de balancier entre épouvante et rire dérangé, j'ai retrouvé un agréable arrière-goût de David Lynch. Attention, ce n'est pas du 100% Lynch, bien entendu, on est peut-être à 15%, sachant que l'attachement au réel est plus terne et palpable dans les deux premiers actes de Weapons. L'excentricité y reviendra en force, mais plus tard. Même s'il fait plus ou moins l'unanimité pour le moment chez les critiques, Weapons est à coup sûr un film qui va diviser le public en fonction des attentes et de la culture cinématographique de chacun. En effet, j'ai prêté l'oreille à la sortie de ma séance d'avant-première publique et le film génère de la discussion. J'ai entendu un adolescent remonter contre le film et lui reprocher de ne s'appuyer que sur des jumpscares, ces fameux pics de stress générés par des apparitions horrifiques au timing impitoyable. Alors oui, il y a bel et bien des jumpscares, je n'en suis pas franchement friand habituellement. Ici, ils ne m'ont pas gêné, et une fois l'ensemble vu et compris, il semble relativement cohérent, voire même jouissif, même si on peut encore y voir des blagues de petits garçons un peu turbulents. Dans l'ensemble, je n'ai pas eu bien peur pendant le film, en revanche, j'étais passionné par le mystère, happé par le suspense et agrippé par l'envie d'en connaître le dénouement. J'ai régulièrement des questions sur le niveau de violence dans les commentaires. Disons qu'elle est souvent absente, puis surgit par gerbes qui éclaboussent un peu dans ce film. Je n'ai pas été choqué à titre personnel, mais disons que je ne le suis que lorsqu'on est dans une captation un peu complaisante de la douleur, ce qui n'est pas présent ici, heureusement. Je déteste vraiment ça, et pour vous donner une autre comparaison, je n'avais pas du tout été choqué par la violence de Sinners, le film de vampire. Parmi les autres éléments qui peuvent frustrer les spectateurs venus pour une expérience d'horreur plus balisée et accessible, on a le fait que le film prend son temps. On reste dans la normalité la plus absolue pendant au moins 45 minutes sur 128 au total, donc 2h08 de film. Ainsi, ce long métrage demande à la fois de la concentration, mais aussi d'accepter de se laisser porter par ce qu'il a à dire. En outre, sa narration prend une forme un peu inhabituelle, sans être révolutionnaire ou chaotique, mais disons que ce n'est pas si courant d'avoir une mosaïque de points de vue en passant d'un personnage à l'autre, et cela peut suffire à décontenancer des spectateurs qui n'aiment pas qu'on joue un peu sur la ligne de leur frustration, ou qui n'ont jamais vu Rashomon ou encore Magnolia. Passer d'un segment à l'autre implique de réengager sa pleine attention à chaque changement de protagoniste plutôt que de se laisser porter par un flot familier. Dit autrement, c'est un film qui en demande un peu plus que d'habitude au spectateur, aussi bien dans sa structure narrative que dans les diverses significations profondes qu'on peut donner à cette histoire qui porte un commentaire de société suggéré mais rarement asséné. De ce fait, en ayant vraiment à cœur de ne tomber dans aucune forme de snobisme ou d'élitisme que je déteste, je crains que ce film ne parle pas à tous les publics et j'espère que l'analyse que je vous en propose ici pourra ouvrir quelques pistes à explorer pour certains qui resteraient dubitatifs ou d'autres chez qui le film a réveillé des envies d'interprétation. Vous l'aurez compris, c'est sans doute un film à qui on associera autant les termes de réussite, de jalon, voire de chef-d'œuvre du genre, que de sous-côté, coup d'esbrouf ou de mystère à la révélation décevante. Et comme vous l'avez clairement deviné maintenant, je vous recommande de voir ce Weapons ou Évanoui en français, un changement de titre qui ne me convient absolument pas et qui, à mon sens, ne rend ni honneur ni service au film,
mais c'est comme ça. Nous ne sommes toujours pas dans les spoilers, mais je vous invite à explorer quelques pistes d'interprétation de Weapons, à commencer par l'éléphant dans la pièce, comme disent les Américains, à savoir les tueries à armes à feu dans les écoles. C'est le second degré auquel le film fait la référence la plus évidente, trop évidente pour certains, même si en réalité cela se limite à une ambiance et une image très forte. On ne peut pas considérer ce film, ces classes d'enfants disparus, le mémorial dressé en leur nom au fronton de l'école, et ne pas penser aux innombrables massacres permis aux États-Unis par la rencontre fatidique entre la libre circulation d'armes de guerre et une profonde crise du rapport à l'autre et au monde, une crise nourrie par une société d'une brutalité absolue. Inégalité sociale flagrante et croissante, pourrissement des interactions personnelles au travers de valeurs individuelles et sociales qui révèlent une fracture terrifiante entre deux Amériques, le tout exacerbé par les algorithmes ivres de violence et de rage, faisant la richesse des manias des réseaux sociaux. Une fois que les menaces de mort deviennent monnaie courante dans un monde en ligne perçu comme à demi réel et qu'on nie l'humanité des gens du camp politique adverse, du sexe opposé ou de l'orientation sexuelle honnie, la bascule du passage à l'acte menace les plus fragiles et les plus enragés. Seulement voilà, Weapons est très loin de ne pointer que ces tueries incessantes. Le film va plus loin en s'intéressant essentiellement à la profonde incapacité d'une société à regarder en face la cruauté qui la ronge, une société tout entière tendue vers une quête de normalité qui passe par l'ignorance d'enjeux vitaux dont on rejette par défaut la charge sur la génération suivante en un cycle ininterrompu d'égoïsme, d'aveuglement et d'incompétence. Les données sont là d'un côté des institutions essentielles qui dysfonctionnent, la santé, l'éducation ou encore la police. De l'autre, on sait que le monde se dirige vers des catastrophes diverses découlant essentiellement d'une profonde crise des ressources, d'un modèle de croissance infini qui fait semblant de ne pas savoir qu'il évolue dans un monde ayant des limites physiques concrètes. On préfère se dire que tout ira bien, qu'on trouvera des solutions demain, qu'il faut profiter et ne pas trop s'en faire, que ce qui compte c'est la prochaine réélection, dans 2, 3 ou 5 ans, un déni presque généralisé et systématique notamment aux États-Unis, l'un des pays où la question du mode de vie ultra-consommateur de ressources naturelles est balayée sous le tapis par une immense majorité. Le résultat est cruel et sans appel, cette approche qui relève d'un déni collectif consiste à faire reposer tout le poids des horreurs annoncées sur les générations les plus jeunes, ceux qui verront la fin du siècle et le début du prochain, une génération ou plusieurs sacrifiés qu'on va mettre sous le tapis avec tout le reste. Ils se débrouilleront bien tout seuls, et puis il faudra aussi qu'ils assurent et qu'ils nourrissent leurs parents quand ils seront trop vieux. Attention, j'insiste ici sur les messages interprétatifs du film, mais il n'assène jamais rien et reste avant tout un récit au premier degré relativement cohérent, même s'il nous manque quelques éléments pour comprendre pleinement certains fonctionnements et motivations, mais j'y reviendrai dans les spoilers. Contrairement à l'exemple de 28 ans plus tard, un exemple très récent, on n'a pas une seconde partie qui vient prendre totalement à contre-pied les attentes plutôt conformistes préparées par la première. À titre personnel, j'avais beaucoup aimé cette approche riche et ambitieuse proposée par 28 ans plus tard. Je vous renvoie d'ailleurs vers ma vidéo critique du film, et j'en profite pour vous rappeler que dorénavant, sur la chaîne, on a 3 rendez-vous par semaine. Le lundi, c'est série, le mercredi, comme aujourd'hui, c'est cinéma, et le vendredi, c'est sujet libre selon l'actualité et mes envies. Pour revenir à Weapons, il pourra décontenancer éventuellement par une évolution de tonalité vers plus d'extravagance et d'humour noir dans son 3e acte, mais pas de quoi outrer un joueur du grenier par exemple, comme il avait pu l'être avec 28 ans plus tard, qu'il juge sur ses incohérences en estimant que le message du film, ou le fait même que les décisions humaines ne sont pas toujours cohérentes, sont des éléments inaudibles en regard de la promesse posée par le début du film. Alors bon, je sais, je digresse, mais je ferme la parenthèse. Ceci dit, oui, Weapons se présente comme un film à mystère et on passe au moins les 2 tiers du film à vouloir absolument découvrir, ce qui explique le départ des enfants. L'explication en elle-même décevra nécessairement une partie du public, mais pourtant la mise en application de cette révélation et de la cascade d'événements qui en découlent nous offre un 3e acte plein de suspense et de jubilation. Weapons est servi par une photographie, un montage et une interprétation qui savent distiller la normalité d'un quotidien qui a déraillé depuis 1 mois. On évite les excès, on joue à merveille sur le maintien dans la tension en suivant le point de vue, voire le regard très concret, du protagoniste du moment. C'est simple, le choix de Julia Garner en enseignante à la dérive, mais émotionnellement impliquée, est parfait pour apporter une dose égale de fragilité et de détermination. Celui de Josh Brolin, en père obsédé par la disparition de son fils, donne une épaisseur fendillée sur le point de rompre. Alton Ehrenreich poursuit son chemin en rebondissant de l'échec de Solo, qui commence à dater, pour s'affirmer en excellent second rôle, ici en policier aussi démotivé par sa vie personnelle que professionnelle, tandis qu'Austin Abrams captive dans ce qui est le rôle le plus inattendu, pathétique et néanmoins vaguement attachant d'un junkie abandonné à lui-même et ses démons. D'autres performances mériteraient fortement d'être mises en avant, mais je ne peux pas les aborder avant d'entrer dans les spoilers. Je vous incite
à voir ce film qui mérite votre temps, votre place de ciné. Il est incomparablement plus intéressant et meilleur qu'un Dracula dans lequel je vous invite à ne pas marcher, même pour espérer vous porter bonheur, et même si ses costumes et un ou deux autres éléments périphériques témoignent d'un vrai travail qui ne mérite pas d'être associé à un tel naufrage artistique et misogyne. Donc on arrive maintenant dans la partie consacrée à celles et ceux qui ont vu le film, nous sommes d'accord. Le réalisateur a le culot de nous mettre assez rapidement la solution sous les yeux, alors que le mot sorcière, witch, est peint sur la voiture de Justine. Tout laisse supposer que c'est bel et bien Archer qui a peint l'accusation sur sa voiture, puisqu'il a commandé de la peinture rouge plutôt que de la verte pour la maison en cours de construction par son entreprise. Et évidemment, c'est à la peinture rouge que le mot a été peint sur la voiture. Archer illustre l'aveuglement qui consiste à s'obstiner sur un bouc émissaire évident. Il écrit lui-même la solution, mais en ne croyant pas une seconde à la possibilité qu'une véritable sorcière puisse être impliquée. Archer, c'est l'Américain très actif, auparavant absorbé par son travail, qui prend conscience trop tard que son fils était tout pour lui et qui s'entête en partie dans la mauvaise direction. Néanmoins, par son obstination, sa capacité à faire preuve d'empathie et d'humanité au niveau le plus basique, c'est-à-dire en secourant une femme agressée sous ses yeux, même s'il la déteste par ailleurs, on a un personnage qui prend encore plus d'épaisseur. Sa détermination associée à celle de Justine aboutit enfin à la localisation des enfants. L'union des forces entre les incarnations des parents et de l'éducation est enfin mise au service des enfants. C'est un premier pas qui joue le rôle de déclencheur, même si, au final, c'est bien le petit Alex qui devra prendre les choses en main et devenir adulte bien avant l'heure pour sauver tout le monde, à commencer par lui-même. Le film nous laisse quelques pistes pour comprendre les motivations exactes de Gladys, la tante sorcière. On a plusieurs occurrences du film qui parlent de différentes formes de parasites, que ce soit le fameux champignon cordyceps ou encore le ver solitaire. Gladys agit de cette façon, elle parasite la famille et contrôle par la sorcellerie, par la menace, la famille Lily. Elle ment sur sa maladie, sa seule maladie réelle, c'est la vieillesse. En effet, elle a sans doute dépassé de loin la centaine d'années, ce qui se révèle subtilement par son usage du terme consomption quand elle décrit au proviseur l'état des parents d'Alex. L'usage d'un vocable tel que consomption fait sans doute de Gladys une femme née au 19e siècle, voire plutôt encore, on ne peut pas avoir de certitude, mais on voit qu'elle reconnaît sans peine un meuble original d'époque chez Andrew, le proviseur, et son mari. Elle manipule le petit Alex pour obtenir les affaires des enfants de sa classe et elle se nourrit doucement de leur énergie vitale pour aller mieux. En effet, on sent une lente amélioration de son état au cours du film, entre son arrivée de nuit dans la maison quand elle doit se tenir au père d'Alex, ou encore quand Alex la regarde allongée sur le lit et qu'elle lui rend un regard terrifiant. Elle semble très faible, mais au fur et à mesure, elle reprend du poil de la bête. Cette notion de sensu, de parasite, que seraient les générations passées sur les enfants, rejoint les thématiques que je pointais et développais dans la première partie de la vidéo. On assèche tout et on laisse les conséquences aux générations en devenir. Amy Madigan est extraordinaire dans le rôle de cette sorcière un peu clownesque qui fait forcément penser à Pennywise, de ça dans son accoutrement, un red flag ambulant et une coiffure et maquillage si outranciers et improbables que je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Trump, oui encore une fois, qui correspond un peu à tous ces critères. Vous me direz si vous pensez que cette association d'idées est tirée par les cheveux, vous me direz ça en commentaire, même si on sait bien que les relations sont étroites entre le Parti républicain et la NRA, voulant voir des armes à tous les coins de rue, voire dans les écoles, ce qui me renforce dans mon impression que le parallèle est quand même voulu. Carrie Christopher est excellent lui aussi dans le rôle du petit garçon Alex, dont on constate qu'il se fait harceler par le fils de Archer, mais dont il prendra pourtant soin en le nourrissant avec attention, comme les autres. Alex témoigne d'une intelligence d'adaptation et d'un sang-froid absolument phénoménaux qui en font très clairement le héros de l'histoire. Peut-être une façon de proposer un peu d'espoir et de dire que même si l'humanité actuelle continue obstinément dans un fonctionnement suicidaire, la génération suivante comptera peut-être de sacrés badass de la trempe d'Alex, sinon tout sera foutu de toute manière. Outre la référence nette à ça et au fameux clown, on a aussi une scène de tête hurlante au travers d'une porte brisée qui renvoie directement à Shining de Kubrick, bien sûr. On manque du moindre élément explicatif concernant le petit arbre maléfique de Gladys, tout comme le fait que la mère d'Alex vienne couper une mèche de Justine, dans une scène absolument fabuleuse d'ailleurs, mais ça ne débouche au final sur aucune conséquence pour Justine, à se demander si picoler ne donnerait pas une sorte d'immunité, tellement Justine est toujours imbibée. Moi je déconne, la gueule c'est de la grosse saloperie de toute manière. Si la tension du mystère retombe suite à la révélation de Gladys et de ses pouvoirs, on peut reconnaître que le troisième acte en profite pour aller vers encore plus d'humour noir et de délire qui culmine avec la poursuite de la sorcière par les enfants. Et après tout, Hansel et Gretel viennent à bout de la sorcière en la poussant dans le four. Ici, à défaut de four, les enfants vont dépecer Gladys de leurs mains et de leurs dents, sans doute,
en retour de bâton, un peu mérité quand même, de son projet de les vider de leur vitalité et de leur substance pour se nourrir d'eux. Évidemment, on est loin d'un happy end, car on apprend que les parents d'Alex restent végétatifs et que les enfants mettent au moins 1 an à retrouver l'usage de la parole. On en revient à la responsabilité de la communauté et des institutions de préserver les plus fragiles d'un traumatisme en cours et annoncé. L'école ne veut pas faire trop de vagues, la police se concentre sur des sujets annexes, sans rien faire concrètement, et les deux passent totalement à côté d'une rencontre directe avec une personne aussi inquiétante et bizarre que la vieille tante grimée. Quant aux rares parents qu'on voit, ils sont dans l'apathie, allant jusqu'à refuser de montrer les images de leur enfant partant dans la nuit, pour la mère du moins. Les habitants désignent un bouc émissaire sans jamais creuser le mal plus profond que la ville peut abriter en son sein. Pensez à vous abonner à la chaîne, à commenter, voire à devenir membre de la chaîne pour un soutien financier contre des petits avantages, si vous en avez les moyens bien sûr. Sinon, je vous mettrai en pension dans la cave de Gladys pendant 20 ans, et ça vous fera les pieds. Je vous dis rendez-vous très vite, ce vendredi, puisqu'on a 3 rendez-vous par semaine. Salut, à bientôt.